Bonjour à tous, c'est Tambour battant littéraire, ce soir consacré à penser sa vie. Avec nous, 4 écrivains. Alors d'abord, Julie Marx, vous êtes l'auteur de La Journée de la Vierge, publié aux éditions de l'Olivier. Lise Marzouk, vous êtes l'auteur de Si, publié chez Gallimard. Claude Evenot, l'auteur de Quelques-uns, publié chez Christian Bourgois. Et enfin Xavier Persson, Derrière le cirque d'hiver, publié chez Vertical. Alors on va commencer avec vous, Julie Marx. Je dois dire que vous travaillez à Paris, vous avez tenu un blog à Libé qui s'appelait Les Mouches et la Vitre. La Mouche et la Vitre. La Mouche et la Vitre. Vous avez publié des chroniques dans Cosette. Grâce à vous, en partie, j'ai découvert Cosette. À l'époque, j'ai trouvé que c'était un très bon journal. Et je n'imaginais absolument pas que ça pouvait être aussi intéressant. Vous avez réalisé un certain nombre de courts-métrages pour les moyens du bord. Et aujourd'hui, c'est votre premier roman, La Journée de la Vierge. Alors voilà, tout se passe le 15 août. C'est une journée de solitude. Une jeune femme a décidé de faire le point et de penser sa vie. Donc vous êtes vraiment au cœur de notre thème. Cette jeune femme n'a pas de nom. Je dirais qu'elle n'a pas de contour. Et au fond, sa solitude est un peu glissante. Elle est en pleine déréliction. Et elle écrit. En même temps, on peut dire qu'elle travaille pour une marque de cosmétiques, choses comme ça. Et elle est guettée par la précarité. Et au fond, ce 15 août va être très ennuyeux, semble-t-il. Mais finalement, vous le racontez de telle façon qu'elle occupe son 15 août énormément. Pourtant, à la fin du livre, elle va rencontrer un jeune homme et elle va dire « J'ai complètement raté ma journée du 15 août ». Mais en fait, pas du tout. Elle l'a occupée, mais occupée différemment de ce qu'elle avait prévu. Finalement, est-ce qu'on peut dire que ce livre de solitude est plein d'autres choses, qui est d'une part votre culture philosophique, qui me séduit parce que ça aide à vivre, ça aide à penser, et puis d'autre part l'amour que vous avez des rencontres inopinées. Ce qui est sûr, c'est que ce livre aborde la solitude et je crois qu'il est vraiment traversé par la soif de l'altérité. Et en ce sens-là, il mobilise toutes les ressources qu'on peut avoir face à cette solitude vertigineuse. Elle a quand même... Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle a raté sa journée, cette héroïne et quand vous dites qu'elle n'a pas de contour, je dirais qu'elle dit en tout cas qu'elle a un problème de contour, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y en a, mais ils sont problématiques. Faire le point sur sa vie, en tous les cas, elle a donné rendez-vous à sa solitude. C'est-à-dire qu'elle pressent qu'il y a une richesse dans la solitude. Et d'ailleurs, c'est du fond de sa solitude qu'elle écrit ses spectacles et c'est du fond de sa solitude qu'elle monte sur scène. Elle est seule en scène. Ça m'intéressait beaucoup, que ce personnage soit auteur de stand-up. Et qu'elle soit... Stand-up, arrêtez, parce que moi, comme je ne savais pas ce que voulait dire ce mot, donc j'étais complètement bloqué. Je me suis fait traiter d'idiot par Patrick Tudoret, qui m'a dit que j'étais un pauvre type. Mais donc, qu'est-ce que c'est que stand-up, puisqu'elle est stand-up, elle. Alors, le stand-up, c'est un art du seul en scène qui apparaît aux États-Unis au XIXe siècle et qui va exploser, je dirais, après la Deuxième Guerre mondiale, sur les scènes américaines, portées notamment par des comédiens issus des minorités juives et des minorités noires. C'est un art de la narration de soi, c'est-à-dire qu'on monte sur scène pour faire des blagues, pour raconter des anecdotes qui vous sont arrivées, sans quatrième mur. Ça veut dire qu'il y a une adresse au public et que le public peut vous intéresser. En ce sens-là, c'est pas du tout un art de la politesse, et ça m'intéressait beaucoup pour le livre aussi, c'est-à-dire mettre les pieds dans le plat. Et en France, le stand-up a été, importé, ou en tout cas, voilà, notamment par Jamel Debbouze. Et là, on a vu aussi tout le travail qui a été fait, en fait, pour raconter les banlieues autrement, en fait. Donc, il y a à la fois un art de l'autofiction dans le stand-up, et puis ça fait signe vers la politique. Donc, ça m'intéressait beaucoup. Voilà, est-ce que vous êtes consciente d'avoir fait un peu le livre d'une génération, de votre génération ? Alors je dis ça parce que, d'une part, il y a la manière dont vous insérez les dialogues, d'autre part, il y a l'utilisation, bien évidemment, d'Internet, des émoticônes, qui d'ailleurs interviennent dans certains dialogues, et puis, je dirais, une manière de faire référence
à tout ce qui est la modernité dont jouissent un certain nombre de gens qui ont entre 30 et 40 ans? Je crois que le livre, effectivement, enregistre tout ce que vous venez de dire. Après, j'ai pas eu envie de faire un roman sur ma génération. C'était pas médité au départ. C'est plus l'expression de l'écriture elle-même. Il y a beaucoup de choses qui viennent en écrivant. Moi, je me pose beaucoup de questions quand j'écris. J'aime comprendre ce que je fais quand j'écris. Donc, à partir de ce moment-là, en réfléchissant au thème de l'émission, pour moi, c'est très... Enfin, j'avais pas envie d'écrire sur la génération ou d'écrire sur l'époque. En revanche, une partie de mon travail, c'est d'écrire avec. Écrire avec le 15 août, écrire avec mes personnages plutôt que sur mes personnages, écrire avec la solitude plutôt que sur la solitude, écrire... et à partir de ce moment-là, il y a des choses qui apparaissent. Donc effectivement, dans ce livre, apparaît cette génération. Travail précaire, amour précaire, tout est précaire dans cette génération? Je crois qu'effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là aujourd'hui, dans les années 2010. On est tous en train de chercher quelque chose. C'est-à-dire que soit on cherche du travail, soit on cherche un appartement, soit on cherche l'amour. Et est-ce que c'est bien neuf? il me semble que les existences qui se sont déroulées, par exemple, sous les 30 Glorieuses, ou si on regarde les parcours de vie des baby-boomers, c'était effectivement beaucoup plus stable. En tout cas, j'imagine qu'on trouve son appartement vers l'âge de 30 ans, on n'en bouge plus. Je veux dire, ou même si on regarde, par exemple, le parcours de Philippe Roth, qui me paraît exemplaire, c'est-à-dire que lui, il a pris sa retraite. Même écrivain, il a pris sa retraite. Ou Antoine Spire, si je peux vous interpeller. Voilà, vous êtes père, grand-père. Enfin, il y a une continuité dans votre parcours, je crois. Mais il est loin de prendre sa retraite. Et il me semble qu'aujourd'hui, le travail est devenu le lieu de l'incertitude. Il est précarisé. Il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers les activités en freelance, vers l'auto-entrepreneuriat, la plupart du temps sous forme de salariat déguisé. Mais enfin, grosso modo, il faut quand même s'attendre aujourd'hui à être au chômage plusieurs fois dans sa vie. Donc ça, c'est sur le plan professionnel. Sur le plan amoureux, c'est vrai que les histoires d'amour ont une... Ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas très longtemps. Ouais, c'est triste. Et après, on connaît le prix des loyers dans les grandes villes, et je crois que ça ne va pas s'arranger. Donc tout ça crée effectivement des zones d'incertitude très très fortes. Et puis, oui. Claude Yvenot. Oui, je dis chez les baby-boomers, puisque j'en fais partie, on ne cherchait pas un travail ni un appartement parce que c'était des choses vulgaires et inintéressantes et très faciles à obtenir. On ne cherchait que l'amour, l'art et la révolution. C'était ça le triptyque. C'était pas du tout le même. Donc c'était un imaginaire qui fait une différence, mais carrément comme si vous parliez d'un autre monde par rapport à ce que vous décrivez bien vous. sûr. Quoi. Bien sûr, mais je vous rejoins tout à fait. C'est-à-dire que je pense que le fait de chercher sans cesse du travail et un appartement nous empêche de nous mobiliser sur les questions fondamentales. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes la fille de Karl Marx et de Groucho Marx? On me l'a beaucoup dit avec ce livre et j'en suis Alors très Karl Marx fière. d'abord parce que vous êtes vraiment très engagé politiquement, c'est évident. La critique que vous faites de la situation de votre génération est une critique politique. Et puis Groucho Marx parce que c'est plein d'humour et qu'on rit très souvent, ou au moins on sourit en lisant votre livre, parce qu'on se dit que vous savez très bien, au fond, faire de l'humour à partir d'une situation qui n'est pas toujours très amusante. C'est vrai que l'humour, il y a quelque chose qui me pousse à chaque fois à aller vers la comédie. C'est-à-dire que les chroniques que j'écrivais pour Libé.fr, c'était déjà de la comédie. Quelque chose me pousse toujours à chaque fois, dès que je raconte une histoire. Ça commence en général, il y a une première version très sombre, et à force de la retravailler, ça se finit en comédie. Je crois qu'il y a... Permettez-moi de dire un mot sur cet humour, parce que moi, j'aime pas toujours l'humour, notamment l'humour moquerie. Or, chez vous, il n'est pas moquerie. Jamais. Je dirais que vous êtes capable de rire de vous-même, et on rit avec vous. On rit avec vous, ce qui veut dire que, d'une certaine façon, il y a une modestie et une efficacité dans le trait d'humour qui, moi, m'a touché, et je trouve que c'est l'efficacité de la forme courte. Alors sans doute est-ce le fait que vous êtes passé par ce blog de Libération, par ce blog dans Cosette, etc. Ça vous a appris peut-être à la forme courte, et ça c'est quelque chose qui apparaît. Et j'ai un peu l'impression que dans le roman, c'est une suite de formes courtes. Elles sont tout à fait liées en même temps. C'est-à-dire qu'il Oui, y a la sûr. totalité de cette journée. Mais alors déjà, je voudrais vous remercier pour ce que vous dites entre modestie et efficacité, parce que c'est, pour moi, la comédie, c'est un art très modeste
Et c'est un art très efficace. Et d'ailleurs, Xavier Persson, dans son livre, à un moment le dit, puisqu'il est dans l'avion, il regarde une comédie américaine sans prétention, il le souligne, et le voilà qui fond en larmes parce que ça l'interpelle très profondément. Donc il y a... voilà. Non, moi, je n'ai pas fondu en larmes en lisant votre livre. Ah non, mais je dirais que... je ne suis pas du tout en train de dire que j'ai pas fondu en larmes, mais il y a un passage. Je vais vous dire, il y a un passage sur l'argent qui va beaucoup plus loin qu'il en a l'air. Une question qui est posée sur ce que valent 2 heures. C'est posé à propos de la prostitution. Puisqu'il y a les rencontres de femmes prostituées, une réflexion sur la prostitution. Et au fond, qu'est-ce que c'est que 2 heures de temps et qu'est-ce que valent 2 heures de temps? Et je trouve que ça, c'est une réflexion qui ne fait pas pleurer, mais qui en même temps approfondit la situation dans laquelle nous sommes. Les conditions dans lesquelles, de façon tout à fait inégale, sont payées 2 heures de temps dans cette société pour des gens qui finalement devraient être en partie égaux et ne sont pas du tout égaux. Et le plus drôle dans l'affaire, c'est que le personnage en question qui se lance dans cette réflexion, elle se lance dans cette réflexion pendant qu'elle est en train de faire l'amour. Donc moi j'adore jouer avec ça. Et comme vous dites, j'aime beaucoup que la réflexion, comment dire, J'aime cette manière de se cacher, c'est-à-dire que l'esprit de sérieux n'avance pas avec grandiloquence. Effectivement, c'est beaucoup plus sérieux que ça n'en a l'air, mais on a quand même la jouissance du rire. Et vous interrogiez tout à l'heure une certaine manière de rire dans le livre. C'est clair que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, rire avec plutôt que rire sur. La moquerie, je pense que c'est très contre-productif. Une autre facette de l'humour que j'ai travaillé dans le livre, et c'est l'art du paradoxe, parce que, alors moi je suis tout à fait nourrie des contes racidiques, des contes de Nasreddin Hoxha, et les littératures du paradoxe sont en réalité, à mon sens, des littératures de la tolérance, au sens où elles nous apprennent nos propres limites. Et par ailleurs, pour finir, c'est un humour, en tout cas ce que j'ai essayé de mettre en œuvre, et via ma narratrice qui a elle-même quand même des positions assez fortes, des positions esthétiques assez fortes sur ce qu'elle propose, c'est un humour qui ne triche pas avec la douleur, c'est-à-dire qu'il accueille. Et à partir de là, on peut commencer à la dépasser, me semble-t-il, en fait. Il y a effectivement beaucoup d'humour dans ce livre, qui dynamite d'ailleurs l'ambiance globale qui est quand même le pathétique. Et moi, parce qu'il faut bien dire, vous parliez de l'altérité, mais l'altérité, à un moment dans le roman, elle passe devant la fenêtre et elle s'écrase en bas. Il y a une amie donc, qui fait une tentative de suicide, qui échoue d'ailleurs. Mais moi, ça me fait penser à cette phrase de Chamfort, qui est un maître, qui disait « Paris, ville d'amusement et de plaisir, où les 4 et 5e des habitants meurent de chagrin ». Oui. Il y a quelque chose qui ressemble à ça. Qu'on meurt de tristesse, je crois que c'est une cause de mortalité. Alors en face de ça, Laetitia lit des livres sur le développement personnel, sur le bonheur. Et alors, bien sûr, ça écœure la narratrice, elle lit Spinoza. Peut-être on pourrait essayer de voir la place de la théorie dans ce livre. Je vais vous dire, j'ai aimé que la théorie soit convoquée parce que votre personnage fait de la théorie sur tout. Comme beaucoup de gens marqués par la philosophie, ils ont envie de l'appliquer à n'importe quel moment de la vie. Et elle use de Spinoza de façon assez astucieuse. Spinoza, c'est une référence pour vous? Oui. Et c'est aujourd'hui une référence pour beaucoup de monde. C'est-à-dire que Spinoza est à la fois la référence... un peu à la mode. Oui, mais... là, c'est un reproche. Il y a un côté superficiel. Il y a un côté superficiel. Excusez-moi, pas chez vous. Je parle de la mode aujourd'hui autour de Spinoza. Mais, tout le monde parle de Spinoza sans l'avoir lu. Alors, plusieurs choses sur Spinoza. Effectivement, il est convoqué par les livres de développement personnel, mais il est aussi convoqué par Frédéric Lordon et qui en fait un usage politique passionnant. Et oui, c'est votre vedette, Frédéric Lordon. Oui, ça m'a moins plu. Bon. En tous les cas, dans le livre, je ne parle pas du tout de Frédéric Lordon. Et voilà, vous faites peut-être référence à une autre émission dans laquelle j'en parlais. Mais en fait, parce qu'encore une fois, j'aime que je reviens en revanche sur ce que vous dites quand vous dites que les livres de développement personnel écœurent la narratrice. Elle n'a pas de surplomb par rapport aux livres de développement personnel. D'ailleurs, dans mon livre, ils lisent tous des livres de développement personnel. Simplement, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'ils les lisent, mais quand même, ils se jettent par la fenêtre. Donc voilà, ça indique une limite. Mais ce que je veux dire, c'est que... il n'y a pas de surplomb par rapport aux livres de développement personnel. Et je pense que s'ils sont là, les livres de développement personnel, c'est comme Spinoza, c'est qu'on traverse des douleurs particulières
et que même si les réponses apportées par les livres de développement personnel ont leurs limites, et notamment celle de nous inviter à régler individuellement des problèmes collectivement fabriqués, c'est quand même ça la grande limite du livre de développement personnel, ils ne sont pas là pour rien. Donc moi, je ne les regarde pas du tout avec mépris en réalité, ni ma narratrice. Et par rapport à Spinoza, je crois que j'ai complètement oublié votre question, à savoir son importance pour moi. Il m'a beaucoup nourri et la narratrice s'en amuse. Elle, la personne qui lui a transmis Spinoza, c'est son professeur de philo qui, grosso modo, leur a fait étudier l'éthique de long en large pour le bac. Et donc le livre est plein de refus des passions tristes. Alors ça, on peut dire ça. Ça c'est sûr. Et ce qui est certain, c'est qu'il est écrit d'un fond spinoziste. Parce que vous parliez de la place de la théorie, il n'y a pas d'opposition entre la raison d'un côté et l'imagination de l'autre. C'est-à-dire que c'est plutôt comment dire zut, j'y arrive pas, tant pis. C'est plutôt l'imaginaire, c'est plutôt l'imaginaire des personnages qui mène la danse. D'ailleurs, le fait même que vous racontiez une relation sexuelle en racontant ce qui traverse l'esprit de votre narratrice pendant cette relation, ça montre qu'elle est à la fois dans la joie, mais en même temps dans autre chose, et qu'elle n'arrive pas à s'épuiser dans une réalité. Non, effectivement, il y a une manière d'être, de pas... Comment dire, je pense que les corps sont tellement malmenés par la solitude qu'il y a un moment où on perd le contact avec une certaine réalité et la réalité du moment et ce que peut être ce partage. Après, sur la manière de convoquer ces espaces de micro-théorie, il y a une quête de sens, voilà, il y a une quête de sens et qui est assez parcellaire, c'est-à-dire que c'est quand même ce sur une livre s'appelle crête. La Journée de la Vierge. Merci Julie Marx et il est publié aux éditions de l'Olivier. Merci. Patrick. Alors, Lise Marzouk, vous êtes normalienne, agrégée de lettres moderne, maître de conférences en littérature comparée, et vous travaillez depuis pas mal de temps sur la représentation mythique dans l'imaginaire occidental de l'Antiquité à nos jours, ce qui est quand même assez vaste. On peut citer deux de vos travaux, la contamination, lieu symbolique et espace imaginaire, que vous avez co-dirigé avec Véronique Adam, paru en 2013, au Classique Garnier, le Sphinx et l'abîme, Sphinx maritime et énigme romanesque dans Moby Dick et le Travailleur de la mer, paru en 2008, audition de l'Université de Grenoble. Et votre nouveau livre, il est à noter que c'est la première fois que vous publiez un récit, donc on va parler de ce changement de registre, est paru en mars dernier dans la collection Blanche de Gallimard. Alors pourquoi ce livre, justement sur un registre extrêmement différent, où vous vous mettez à la fois beaucoup et avec, on le verra, sous une double, avec ambivalence, puisqu'il y a la double narration. On comprend très vite, bien sûr, à la lecture, pourquoi ce livre, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr. Oui, quand vous évoquez mes travaux universitaires, ils me paraissent loin, en fait. Très loin, parce que ce livre, justement. Il a fallu, je crois, une effraction assez violente du réel pour faire ce que j'avais à faire, je crois, depuis bien longtemps, c'est-à-dire écrire. Franchir le seuil. Voilà. La réponse est simple. Oui. Effraction du réel, donc, qui est évidente. Parce qu'à la fin, vous évoquez le livre de Pierre Jour, de Winter is Coming, et nous avons un trait commun, c'est que nous sommes amis de Pierre et Hélène. Voilà. Et Pierre a connu... la mort de son fils, jeune fils que je connaissais bien. Et donc, il a écrit ce livre. Et c'est vrai que quand il me l'a offert, comme vous, je crois, avant publication, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi a-t-il écrit ce livre ? Et il n'y avait aucun jugement. Il y avait simplement cette question. Alors, quand je l'ai lu, évidemment, j'ai été bouleversé, a fortiori. Mais pourquoi ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'impose de manière tellement forte, vous parlez d'effraction, le mot est fort, tellement brutale, tellement forte que finalement on s'y soumet parce qu'on n'a pas d'autre choix ? Ou alors est-ce que c'est quelque chose de pensé ? Et il n'y a aucun jugement, évidemment, dans ma question. Peut-être on peut dire la chose suivante, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de livres sur le cancer d'un fils. Oui. Et en fait, vous, le cancer du fils, pour la narratrice, c'est quelque chose qui prend une place un peu particulière, c'est-à-dire petit à petit qui transforme son rapport au réel, et son rapport à la littérature, et son rapport à l'écriture. On a un peu l'impression, en lisant le livre, que successivement, vous épousez l'identité de personnages divers, la troisième personne du singulier, la première personne du singulier, suivant les moments, que vous ne voulez pas faire un récit, mais que vous voulez essayer à la fois de voir d'un aplomb ce que ça devient,
et en même temps de voir de l'intérieur ce qui peut se passer quand on est la mère d'un enfant atteint d'un cancer. Alors, il y a deux questions successives. D'abord, je pense que le point de vue de Pierre Jourde et le mien sont très différents pour 2 raisons. D'abord, Pierre avait beaucoup écrit avant. Et la deuxième raison est très simple, c'est que la fin de l'histoire est différente pour lui et pour moi. Bien sûr. Donc moi, j'écris du point de vue d'un enfant qui est sauvé. Ce qui rend les Non, choses vous n'écrivez pas du point de vue d'un enfant qui est sauvé. Alors, vous l'écrivez sur un enfant qui est sauvé. c'est très compliqué. C'est-à-dire que, effectivement, j'essaye de me remettre au présent. Car c'est un livre sur le présent. Oui, c'est très ancré dans le présent. Oui, c'est un livre sur le présent. J'essaye de me remettre au présent dans la disposition mentale qui est celle d'un parent qui est hanté par le fantasme de la mort possible de son enfant. Donc ça, c'est la première chose. C'est sans doute le drame le plus atroce qu'on peut vivre dans une vie. En tout cas, et dans les fractions du réel dont je vous parle, il y a la conscience, à un moment où je commence à écrire ce livre, d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire au sens très simple du terme. Et d'avoir envie d'en rendre compte par l'écriture. Après, les choses ne sont pas pensées. Je dois dire que, voilà, vous avez fait une description biographique de moi qui fait de moi quelqu'un de très cérébral et intellectuel, mais la chose n'est pas pensée ainsi. Vous avez quand même organisé le propos en pensant la première personne, la troisième personne. Ne me racontez pas que vous ne l'avez pas pensé, parce que je ne le croirais pas. Eh bien, c'est beaucoup plus immédiat que cela, la manière dont ça s'est fait. Par exemple, l'alternance du elle et du je est quelque chose que je n'ai pas du tout pensé au début. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai commencé au tu comme une adresse à l'enfant, et j'ai eu envie de parler de cette Lise à distance. Et donc le elle est venu, et je me suis dit, bon, on va essayer. Et puis ça s'est reproduit, et puis petit à petit, ça s'est fait mécaniquement. Au début, j'essaye assez peu de penser à ce que j'écris, moi, au contraire, parce que je sais que ça se pense tout seul, inconsciemment, beaucoup déjà, et que c'est pas la peine d'en rajouter. Mon but est plutôt de limiter la cérébralisation de la chose et de me remettre plutôt dans les sensations. Mon but était plutôt de traduire vous êtes énormément les pensées, la ratiocination de la mère de l'enfant malade, mais pas la pensée construite, et pas de le construire, mais de le laisser se redérouler. Et au début, donc, j'ai cru que cette alternance du elle et du je, quand j'ai pris un tout petit peu de distance, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bizarre de faire ça, était là pour traduire cette espèce de distance qu'on a à l'hôpital pour essayer de tenir le coup, en fait. Donc, qui consiste à juste se voir agir. Je dis, elle ne se sent pas sur le moment. Parfois, elle a de la peine pour les autres femmes. Et à ce moment-là, très rarement, la pensée d'elle-même la traverse et elle se dit, mais enfin, je suis comme elle. Je suis elle. Mais c'est très à distance. Donc j'ai cru que c'était longtemps parce ça. qu'il y a un caractère très clinique dans ce que vous décrivez, et c'était volontaire évidemment, ou ça s'est imposé de soi, mais il y a quelque chose parfois... Encore une fois, je ne me suis pas dit je vais faire quelque chose de clinique. La seule chose que je me suis dite, mais vraiment du début à la fin, c'est je me remets dans les conditions du présent, j'essaye de faire revenir les sensations, les pensées qui ont traversé ma pensée, les sensations que j'ai éprouvées, et j'essaye à chaque pas de trouver le mot juste. C'est-à-dire le mot le plus précis, que ce soit pour désigner les choses, les choses médicales, ou pour désigner les sensations qui m'ont traversée. Et juste, je finis sur cette histoire du elle et du je, parce que c'est important, c'est quand je suis arrivée seulement à la dernière partie, et qu'a surgi, je ne savais pas ce que j'allais faire après la sortie de l'hôpital. Il fallait que je sorte du livre et qu'on sorte de l'hôpital dans le même temps. Il y a ces deux présents qui se superposent, de l'écriture et de ce passé que j'écris au présent. Et c'était un petit peu étrange à vivre. Oui, sûrement. Et est arrivé à la sortie de l'hôpital, quand tout d'un coup on a le droit de repenser au passé et à l'avenir, ce qu'on n'a pas le droit de faire à l'hôpital, est arrivé ce conte sur l'enfance. Et j'ai écrit ce conte, et est arrivé sous ma plume cette chose. Maintenant, elle ne s'appellerait plus la petite Espérance, mais on lui donnerait un nom, elle, ou peut-être même je. Et à ce moment-là, j'ai compris que l'alternance du elle et du je désignait autre chose. Mais ça s'est fait au cours de l'écriture. Mais il y a quelque chose qui reste de votre travail intellectuel qu'a évoqué Patrick Tudoret, je dirais, c'est le volontarisme, qui vient peut-être du monde intellectuel. On a l'impression d'un certain volontarisme. Il n'y a pas de pathos dans ce livre, c'est incontestable. Je me suis demandé si vous l'aviez relu avec objectif d'essayer d'enlever tout ce qui pouvait être pathos, ou si moi-même il y avait du pathos qui était venu sous votre plume. Ensuite, parce que la chimiothérapie est lourde, c'est compliqué, on voit bien que... Et vous démontez aussi
la gravité de la situation par le rire. Souvent, le rire s'installe. En même temps, Solal, je prendrai un seul exemple, Solal part au bloc, à un moment crucial, et il dit « Au revoir maman, je te dirai si Dieu existe ». Ce qui est quand même... ça, c'est l'acmé du livre. Enfin, c'est le sommet, c'est le sommet, hein, c'est le sommet du bouquin. Bon, je te dirai si Dieu existe. À ce moment-là, ce qui est formidable, c'est qu'il y a quasiment... je me souviens même pas de la réaction de la mère. Je me souviens pas. Je me souviens qu'il y a cette phrase, et puis je me souviens pas de qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'imagine que ça devait être terrible. Bah, la mère, elle se demande dans sa tête s'il est en train de faire comme on fait beaucoup tous les deux et comme on a toujours fait avant le cancer et pendant, c'est-à-dire de se marrer, ou pas. Elle se demande ça. Et elle sait que c'est un peu des deux comme on a toujours fait. Et comme on fait toujours dans la vie. Parce que le rire, je partage ça avec... Elle est accablée par le panache de son fils. Mais en même temps, c'est accablant. C'est accablant à plusieurs niveaux. C'est accablant peut-être de lui avoir transmis un tel usage de l'humour permanent, oui. Qui est un usage quasi métaphysique de l'humour. Une arme à double tranchant. Qu'elle puisse servir là. Donc elle se demande si c'est ça ou si c'est juste sérieusement. Et je n'en sais rien. Et c'est ce qu'est ce livre. Ce livre est celui d'une mère qui ne sait pas et qui se pose des questions tout le temps et qui part dans un sens puis dans l'autre. Oui. Trouver le mot juste et éviter le pathos, ça je l'avais en amont. C'est-à-dire que j'ai pas relu, j'ai pas retravaillé. Et l'éditeur m'a pas demandé de retravailler. Donc l'absence de pathos, mais parce que c'est ma manière de vivre. L'absence de pathos, c'est ma manière de voir le monde. Et cet humour est ma manière de recevoir le monde. Et le tragique du monde. Pour enchaîner justement sur les mots et sur la langue, est-ce qu'au fond, vivre ce que vous avez vécu, ce n'est pas apprendre de nouvelles langues ? C'est-à-dire une nouvelle langue métaphysique, une nouvelle langue spirituelle, mais aussi une nouvelle langue clinique, celle des soignants, qui est une langue totalement absconse, mais que vous finissez par apprendre aussi. Alors oui, il y a tout ce passage où je recense comme une liste tous les acronymes dont on est abreuvé tout d'un coup. Oui, il y a une langue qu'on a à comprendre, il y a la langue de l'hôpital qui est cette langue dont je parle dans le chapitre qui s'appelle Babel, qui est cette langue qu'on partage avec les autres parents, qui est une langue qui est faite surtout de gestes, qui est une langue qui a peu de mots, parce qu'on sait qu'on partage cette réalité, et qui ou a alors à la fois des mots extrêmement précis. Des mots très précis, mais qui ne disent pas... c'est plutôt un geste qui va dire la souffrance partagée, c'est plutôt une main, un regard, etc. Et en même temps, il y a cette espèce de beauté de cette tour de Babel très mélangée, puisque l'hôpital est un lieu où il y a l'hôpital public, tant qu'il réussit à survivre, est un lieu où il y a des gens qui viennent de partout, et en même temps on sait, alors c'est plutôt ça l'héritage de ma formation, plus que des choses très cérébrales, c'est plutôt des images, et il y a l'image de cette tour de Babel qui est construite sur une faille. C'est donc cela d'avoir un enfant malade, mener une double vie, jongler entre l'ordinaire et l'extraordinaire, entre la normalité et l'anomie. Ironie de ce sort, c'est le quotidien qui devient secondaire, tandis que l'autre, l'intrus, le parasite, se fait central, lancinant et omnipotent, vampirisant l'espace physique, mental et social. J'ai tout le temps eu l'impression qu'il y avait chez vous un dédoublement, voire un triplement de personnalité. Vous êtes tout le temps dans la... Je vais prendre un exemple. À un moment, vous dites « Je suis Marie Curie ». Ah bon ? Je place avec référence, mais pas dans ceux de Marie Saloma Sklodowska, c'est Marie Curie. Je devine en moi la perpétuation ordinaire de son génie féminin, tel un héritage modeste transmis à une lointaine descendance. En fait, on a l'impression que vous êtes tellement dans les choses, il y a tellement de volontarisme, que vous occupez les postes de personnes successives. En fait, ce livre, c'est pas l'histoire d'une mère et d'un fils, c'est l'histoire de toutes les personnes qu'une mère devient lorsqu'elle a un fils qui affronte une maladie mortelle. C'est assez vrai. Je suis assez d'accord avec vous. Ce livre, c'est ce que vous exprimez, je le dirais en d'autres termes, c'est que la violence du coup est telle, et la violence du fantasme en fait, c'est-à-dire du fantasme de l'enfant potentiellement mort, est telle que l'on confine en permanence à la folie. Et c'est cette folie. Et cette folie-là fait qu'on tient avec une espèce de raideur et de volontarisme que vous évoquez, et on tient en étant, en occupant tous les postes. Donc il y a une mégalomanie dans ce que vous venez de dire, bien sûr, parce qu'on est une machine de guerre à ce moment-là, et ça c'est écrit après, quand on l'est plus, bien sûr. Et qu'il faut redevenir autre chose. Alors ce livre s'appelle Si, et donc il est dû à Lise Marzouk, chez Gallimard, merci. Alors,
Patrick Tudoret, on va enchaîner avec Claude Evenot, quelques-uns. Alors Claude Evenot, vous êtes né en 1945, vous avez œuvré comme cinéaste documentariste pendant longtemps, avec de nombreux films à votre actif, moyen-métrage, court-métrage. Vous avez enseigné au département d'urbanisme de l'Université de Paris 8 Vincennes. Vous avez beaucoup de choses, hein, j'ai fait un tri, on en a parlé avant l'émission. Vous avez notamment été rédacteur en chef des cahiers du CCI, éditeur du Centre de création industrielle au Centre Georges Pompidou, conseiller pour les programmes à France Culture, rédacteur en chef de la revue des monuments historiques qui s'appelle Monumental. On n'en jette plus. Et allez, un petit dernier, directeur des études à l'École nationale supérieure de création industrielle. Et enfin, membre du Conseil de la recherche de la délégation aux arts plastiques au ministère de la Culture. Alors, vous êtes l'auteur de 5 ouvrages consacrés au paysage, à l'espace, à l'urbanisme. Mais là, vous arrivez avec un nouvel ouvrage chez Christian Bourgois, quelques-uns. Alors on peut citer quelques-uns de vos ouvrages, justement, Un monde avant ou L'humeur paysagère, Revoir Paris, paru en 2017. Alors avec quelques-uns, vous abordez un genre nouveau, c'est le moins qu'on puisse dire, et il se trouve qu'il aurait mérité un titre qui était malheureusement déjà pris, Illusion perdue. Qu'en pensez-vous ? Oui, il était un peu pris, oui, c'est ça. Mais c'est pas la première fois que j'aborde de sorte de regard fictionné comme ça. Oui. Le livre qui s'appelle Sur la lande et que tout le monde pense c'est un livre sur le paysage est le récit un récit de vie aussi. Bien sûr. Mais là il y a un caractère presque romanesque, ce n'est pas un roman. Oui, c'est carrément romanesque, bien sûr. Voilà, qui est... Et donc Illusion perdue. Oui, celle d'une génération. Oui, celle d'une génération. Je veux dire, le titre, il s'appelle Quelques-uns sans trait d'union. C'est pas du tout un hasard. Hein. C'est ça, quelques exemples uniques d'une génération sans valeur statistique, mais avec au moins une tentative de dire que les images et les stéréotypes de cette génération tels qu'ils circulent dans les médias depuis déjà pas mal de temps ne disent pas la totalité de ce qu'a été cette génération. Qu'il y a dans cette génération une extraordinaire souffrance, comme il y a eu une extraordinaire joie de vivre, etc. L'époque a chahuté énormément ma génération, en bien et en mal, etc. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de restituer en m'appuyant sur une situation inventée, c'est-à-dire cinq personnages qui se retrouvent, qui se sont éloignés les uns des autres, qui se retrouvent à l'occasion de la mort de l'un d'entre eux, voilà, et qui en profitent soit par contact direct, par dialogue, soit par courrier, correspondance, etc., par journal intime, etc., de faire le bilan de ces 50 dernières années, parce qu'ils ont tous été marqués par les années 60, pas seulement mai 68, mais par les années 60. Comme vous êtes cinéaste, on ne peut pas, effectivement, je crois que votre éditeur le mentionne, mais on ne peut pas ne pas penser à Scola, et donc Nous sommes tant aimés, qui est un chef-d'œuvre absolu, et qui est sur ces thématiques-là, hein, de la rencontre là, pendant la guerre, et ensuite donc des parcours parallèles, et puis c'est des illusions qui tombent les unes après les autres. Mais c'est tout à fait juste. Hein. Plusieurs fois, j'ai présenté le livre en faisant référence au film de Scola. Oui, ça fait penser au film. C'est un peu le même procédé, si on veut. Il y a une structure qui lui ressemble. Simplement, c'est avec les moyens de la littérature au lieu que ce soit ceux de l'image. Mais ce qui... La différence, c'est qu'il y avait chez Scola une certaine tendresse pour l'époque, quand même, alors qu'il n'y a pas de tendresse chez vous. Quand vous parlez du siècle, et je vais vous citer une phrase de Clément, celui de la génération qui suit, hein, de la naissance des avant-gardes à leur braderie chez les commissaires-priseurs et leur digestion chez les commissaires d'exposition, tous aussi efficaces que des commissaires politiques pour désincarner les œuvres et renvoyer l'art au régime des choses inertes. Franchement, c'est la condamnation du siècle. Et vous citez Scola. Scola, c'était pas ça. Scola, c'était effectivement quelques-uns aussi sans trait d'union, mais il y avait un esprit, il y avait quelque chose à garder. Tandis que vous, on a l'impression que la désespérance est telle que vous ne gardez aucune idée positive de ce siècle. Ah, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas parce que j'exprime... Peut-être l'amour entre le père et le fils. Mais il y a l'amour, mais il n'y a pas seulement ça. C'est-à-dire que si je parle de cette manière si négative du devenir de l'art du XXe siècle, j'en parle de ce qu'il est devenu aujourd'hui, et pas du tout de ce qu'il a été, du sens qu'il avait pour ma génération et même les générations précédentes. Je veux dire, les deux grandes périodes d'avant-garde du XXe siècle, que ce soit les années 20 ou ce soit les années 60, il n'y en a pas eu d'autres, hein, ce sont deux moments exceptionnels que je suis très heureux d'avoir vécu, même si après, c'est comme vous le dites, les illusions perdues.
l'intensité de ces moments-là dans le XXe siècle, elle était presque à la hauteur de la part noire du XXe siècle, c'est-à-dire la Shoah, la bombe atomique, enfin toute cette série de trucs absolument infâmes qui se sont passés pendant le XXe siècle, a eu aussi son pendant qui est une sorte de joie de créer absolument inouïe. Je veux dire, Maïkovski s'est suicidé, mais qu'est-ce qu'il a fait avant de se suicider? Oui, regardez Thomas etc. garde ses livres. Je me suis dit ça aussi en lisant l'histoire de Thomas, qui est le premier personnage qu'on voit dans le livre. Alors, il est enfermé dans sa solitude, il est au fond des Cévennes, et vous dites très justement que c'est un collectionneur du passé. Et donc, qu'est-ce qu'il a? Il communique parce qu'il assure la transmission par les livres. Alors, très bien, il y a la transmission par les livres. Mais comme cette transmission par les livres, il semble que chez Clément, qui est le fils, il n'en reste pas grand-chose. On a l'impression, si vous voulez, que ce ne sont que des souvenirs. Et qu'aujourd'hui, il ne s'écrirait plus rien. Si vous voulez, il y a une espèce de c'est terrible, la condamnation que vous faites porter sur, au fond, le monde culturel dans lequel on est. Le réquisitoire est assez violent, mais je ne serais pas aussi... Il y a des choses qui échappent au réquisitoire. Et effectivement, ce sont les liens entre les êtres. L'amitié et l'amour. Voilà. Et ça, c'est quand même fort dans votre livre. Oui, parce que ça a été la base. Comme je disais tout à l'heure à Julie, c'est-à-dire on ne s'intéressait pas à des choses matérielles, c'était totalement méprisable pour nous. Mais par contre, il faut se souvenir quand même que les tentatives de vie communautaire, les hippies et tous ces trucs-là, qu'on soit plutôt gauchiste que hippie, peu importe, on partageait cette envie de renouer des rapports affectifs complètement inventifs, beaucoup plus intenses, plus libres, etc. Donc ce souvenir du XXe siècle dont portent ces personnages, c'est un souvenir entièrement positif sur lequel quels que soient les échecs amoureux qu'ils ont vécus. Positif sur la masse de lecture, positif sur la masse artistique. Oui, c'est ça. Le XXe siècle est un siècle d'une richesse énorme que je pense pouvoir dire avec les personnages que j'ai créés, c'est un siècle que j'ai aimé, réellement. Malgré toutes ces horreurs, je l'ai aimé parce qu'il était passionnant. Le réquisitoire, il est contre le présent, contre aujourd'hui, qui n'en fait rien de toute cette extraordinaire apport du XXe siècle. Aujourd'hui, on oublie et on fabrique quelque chose qui est bullshit tous les jours, du matin jusqu'au soir. C'est ça que ça dit mon livre. Un écœurement sans oxygène. Vous savez qu'aujourd'hui, puisque je rencontre des personnages que vous, au fond, qui sont dans votre panthéon, et ça m'a plu. Il y a les Fleurs du Mal, il y a le Château d'Argol, il y a Rebours, il y a le Tour de France par 2 enfants, ce qui montre qu'on est dans des catégories très diverses. Et en même temps, il y a le Journal des îles de Ségalène, etc. Mais ce patrimoine-là, il est aujourd'hui encore susceptible d'être pris en compte par la génération qui vient. Or, vous dites c'est les émotions d'hier. Je vous cite, émotions d'hier. Même Sylvie, Aurélia, mais vous savez, les enfants, les jeunes, enfin, je dis les enfants, ceux qui ont l'âge de Julie, ils lisent Sylvie, ils ont lu Sylvie, Aurélia, ça fait partie peut-être... Ça, je ne crois pas. Ah j'en suis sûr. Non, alors là, ça dépend d'une famille à l'autre, ça change. Même dans des familles à capital culturel, comme on dit aujourd'hui, après l'autre sociologue trop fameux, c'est très difficile de faire passer ces lectures-là. Très difficile. C'est vrai, mais il y en a beaucoup qui les lisent encore. Oui, l'union plus qu'on ne pense. Moi, comme je m'occupe beaucoup en ce moment d'éducation artistique et culturelle dans le cadre scolaire, c'est-à-dire primaire, collège et terminale, enfin lycée, etc., je mesure avec plein d'écrivains qui interviennent dans ces trucs à quel point c'est difficile, les professeurs, le mal qu'ils ont à faire lire ces choses-là. Xavier Vincent. C'est vraiment catastrophique le bilan qu'ils font. C'est vrai que c'est un livre très crépusculaire, qui s'érige sur une ruine avec l'idée que Clément, le fils, qui dit voilà, tout ce qu'on a à faire, c'est le poème de la disparition de ses œuvres. Donc finalement, c'est très, très pessimiste. Et la question, effectivement, c'est comment un relais est passé à la génération qui vient, qui n'a pas le temps de désespérer, parce qu'il faut qu'elle soit agissante, cette génération. Elle ne peut pas se complaire dans le désespoir. On n'a pas le temps pour ça. On a 20 ans pour changer le monde. Il y a un film récent. Mais moi, ce que je retiens peut-être, ce qu'on peut peut-être prendre dans votre livre, c'est la colère. Une colère noire, intense, violente. Et ça peut être quelque chose qui peut faire effet par diffraction dans ce qu'on peut transmettre. Enfin, voilà, c'est une question. Moi, j'ajouterais une chose, c'est peut-être la nostalgie de l'union entre l'existence et l'écriture. À un moment donné, vous avez cette phrase vous-même, le rapport entre l'existence et l'écriture. Et je crois que vous en avez la nostalgie, et je trouve ça vraiment très très bien. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui reste, parce que c'est marqué de la génération qui fut la nôtre, des baby-boomers. L'existence et l'écriture étaient vraiment mêlées, et je crois qu'on avait une incertitude devant la masse de lecture, mais la masse de lecture, c'était un panthéon immense,
Et ce Panthéon immense où on prenait à gauche, on prenait à droite, c'était formidable. Et aujourd'hui encore, je crois qu'avec un autre patrimoine, ça continue. Et vous êtes là à nous dire, non, c'est fini, fermé, c'est terminé. Non, je n'ai aucune certitude sur l'avenir. Je dis une vision de l'avenir telle que je peux l'avoir avec mon âge et avec ce que j'ai vécu, à travers des personnages, plus ce qu'ont vécu tout un tas d'autres gens, parce que ça mêle énormément de choses, ces personnages. Mais c'est aux générations suivantes de dire que je dis n'importe quoi. C'est pas à moi. Moi, j'ai le droit de penser ces choses-là et de vivre de manière crépusculaire le monde dans lequel j'achève mon existence. Les autres, ils peuvent me prouver que je me trompe, ils peuvent être optimistes s'ils veulent. Simplement, ce que je pense, et que j'ai essayé d'écrire d'une certaine manière, c'est qu'on est peut-être dans une fin de civilisation, parce que c'est déjà arrivé la fin des civilisations, c'est mortel une civilisation, et qu'on est peut-être en train de basculer dans quelque autre chose. Donc, on ne va pas se lancer dans une discussion politique interminable là-dessus, parce qu'il y a de quoi faire 10 émissions, mais ce que je perçois comme ça, selon une curiosité politique qui n'a jamais diminué dans ma vie, etc., ce que vous pouvez très bien comprendre, Antoine, je vois que les signes d'un basculement absolument gigantesque et quasiment radical d'une civilisation à quelque chose d'autre qui est en train d'apparaître et que l'on ne sait pas cerner. Mais en tout cas, déjà, simplement, le basculement économique de l'Occident vers l'Extrême-Orient, etc., c'est un changement de monde tellement immense qu'on peut se dire que ce qui est en péril et qui peut-être va disparaître, c'est la civilisation dans laquelle j'ai existé. Et on peut aussi dire que c'est bien, elle a fait son temps, elle est devenue moche. On peut dire aussi que des basculements comme cela, il y en a eu des milliers. Ouais, des centaines, oui, mais bien sûr, il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Pourquoi est-ce que ce basculement, ce serait très prétentieux de prétendre que notre époque à nous serait différente des autres. Donc les grands basculements, on les connaît dans l'histoire, et peut-être que c'est un parmi d'autres. À chaque fois, les contemporains de ce basculement ne voyaient pas qu'est-ce qui allait venir. C'est après coup qu'on est capable de regarder. Le point de vue de Sirius, on ne l'a pas sur le moment. Mais on est toujours... Sauf Lise Marceau, qui sait écrire le présent. Il y a une autre chose quand même qui est dans le livre. Alors, vous avez parlé de l'amour et qui sauverait effectivement la vision que vous avez du monde d'aujourd'hui. Je trouve que dans l'histoire de Paul et de Madeleine, il y a quelque chose qui est à la fois commun à beaucoup d'histoires d'amour fortes et en même temps plein d'échecs, mais plein aussi de réussites. Et ça, c'est assez magnifique. Et donc, essayez de penser que si l'histoire de Paul et de Madeleine est aussi riche d'événements, de sentiments, de ruptures, elle est enceinte avant le voyage en Irlande, etc. Tout ça, et donc ça complique les rapports et tout ça. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est toujours la vie des couples aujourd'hui. Et si vous voulez, les couples se ressourcent, les couples créent à partir de ces difficultés-là aujourd'hui encore. Et on a l'impression qu'il a prononcé le mot crépuscule. C'est le crépuscule. La dernière histoire d'amour, vous savez ce que c'est ? C'est l'histoire de Paul et Madeleine. C'est terminé. Moi, j'ai lu ça en voyant, c'est terminé. Mais pas du tout. Antoine, vous êtes un roi de la caricature. Mais pas du tout. Vous êtes en train de faire basculer ce roman dans quelque chose qui n'est pas tout à fait lui, quand même. Il ne faut pas exagérer. À aucun moment, cette dernière histoire est un point final pour l'espèce humaine. Quand même, il ne faut pas exagérer. Je n'ai pas dit ça. Mais il y a quelque chose qui est Julie, tu veux dire quelque chose ? Non, parce qu'on parlait de modestie tout à l'heure, et je trouve qu'il y a une modestie dans ce livre, dans sa construction elle-même. Les personnages parlent et ça les concerne. Voilà, ça les concerne. Et effectivement, c'est des personnages issus d'une génération qui... Alors après, on peut avoir du recul. Il y a une sévérité que vous portez sur notre époque en disant de mon temps, les enjeux matériels étaient méprisables. Je peux vous dire qu'ils étaient méprisables peut-être pour vous parce que vous les aviez à disposition. Bien sûr, c'est exactement la raison, bien sûr. Donc voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a, à mon sens, en tout cas pour ces personnages, parfois, moi, j'étais un petit peu en colère contre eux. Je trouvais qu'il y avait un romantisme, voilà, une pause romantique évidemment, voilà. Évidemment, c'est romantique. En diable. C'est l'usure d'un désir. Oui, bien sûr. Qui est décrit, donc. Moi, j'ai été formé à l'adolescence par un rapport romantique au monde, et en particulier un rapport romantique aux êtres humains. Ce qui m'a bouleversé quand j'avais 14-15 ans, c'est le rouge et le noir et la chartreuse de Parme. Donc je me suis constitué une idée de l'amour totalement fixée sur ce modèle-là. Et donc après, j'ai lu d'autres romantiques encore plus échevelés, etc., plus les surréalistes. On a rajouté une sacrée louche là-dedans. Nadja, Nadja plus le rouge et le noir, là, on est romantique pour le restant de ses jours. Et je ne vois
vois pas en quoi on pourrait avoir un jugement négatif. Qu'on soit irrité à titre personnel, ça je peux l'entendre. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que pour moi, la rencontre avec ce romantisme-là est passionnante. Et c'est en ce sens-là que je pense que le livre n'est ni crépusculaire ni pas crépusculaire. Il propose des figures et on peut en faire quelque chose. Et on peut en faire quelque chose parce qu'il est très bien construit. Dans ce qu'il raconte, c'est absolument délicieux, c'est extraordinaire. C'est des vies inventives qui ont mille ressorts, qui rebondissent. Voilà, tout ce qui est raconté, c'est des rebondissements formidables, passionnants. Ouais. Mais en même temps, ces rebondissements passionnants sont pleins d'une idée. Ben voilà, c'est fini. Ben voilà, c'est fini. Non, mais non, c'est pas fini, Claude. Mais non, parce que ce sont des grands vivants. C'est pas fini. Ce qui est manifeste, même pour vous, Antoine, c'est que ce sont des grands vivants. Et quand on raconte l'histoire de quelques grands vivants, ça déclenche pas le désespoir chez le lecteur. C'est pas vrai. Il se dit, comment je peux être, moi, à mon tour, dans une autre époque, dans d'autres contextes, comment je peux être aussi un grand vivant. Je n'ai pas dit que ça déclenchait le désespoir chez le lecteur, je dis que vous êtes désespéré. Ah bah oui, bien sûr. Mais moi, ça ne me déclenche pas du tout le désespoir. Non, mais ça m'empêche pas de rigoler d'être désespéré. De toute façon, comme on dit, c'est la politesse du désespoir, l'humour. Bon, merci Claude Evenot. Alors ce livre s'appelle Quelques-uns, donc chez Christian Bourgois, et surtout sans trait d'union, attention. Alors et notre dernier invité est Xavier Persson. Xavier Persson qui est l'auteur de ce livre Derrière le cirque d'hiver, publié aux éditions Verticales. Alors Xavier Persson, vous êtes responsable du service livre de la région Île-de-France. Vous avez écrit plusieurs livres de poésie, notamment une limonade pour Kafka, aux éditions de l'Attente. Et puis une proposition d'activité au bleu du ciel, extra vague, le bleu du ciel. Donc jusque-là, on vous connaissait comme poète. Et puis ne voilà-t-il pas qu'avec ce livre, eh bien, me semble-t-il, vous nous proposez un roman très original, pour moi en tout cas, parce que c'est fait de fragments, mais d'un puzzle qui ne se reconstitue jamais. C'est-à-dire ces fragments se touchent, ces fragments peuvent éventuellement rappeler le fragment précédent ou le fragment futur. Mais je crois que ce qui dit exactement votre propos, et vous avez bien trouvé, c'est l'épigraphe. L'épigraphe de Jean-Jacques Schoulle, que tous les amoureux de la littérature connaissent, dans Rose Poussière. Leurs faits et gestes ont la beauté anonyme et somptueuse de ce qui n'appartient à personne. Chacun d'eux, une rutilante minceur, est là, fragile et inéluctable, seul, sans justification aucune, venant, dirait-on, de nulle part, s'ouvrant sur le vide de notre imitation ou non, pièce d'un puzzle qui n'existe pas, bribe de ce comportement entièrement inédit qu'il revient à nous maintenant d'inventer. J'ai l'impression que vos personnages qui apparaissent dans le livre sont un peu comme les personnages de Pérec. C'est-à-dire, Pérec est tout le temps présent dans votre livre. C'est-à-dire, c'est un peu des gens qui communiquent sans communiquer, mais qui les uns avec les autres forment un ensemble qui a une logique. Et une logique, c'est qu'à travers ces brefs fragments, subtilement reliés les uns aux autres, vous soulignez la possibilité, je dirais, le danger de se découvrir derrière l'histoire des autres. Parce que petit à petit, ce qui va apparaître à travers l'histoire de toutes ces personnes que vous connaissez, c'est Xavier Persson lui-même. Est-ce qu'on est capable de... Oui, personne mon nom est Persson. C'est là-dessus que vous avez voulu jouer ? Non. Vous y avez pensé ? Non, je n'ai rien pensé de cet ordre-là. Ah ben bravo de dire ça alors. Non, mais c'est vrai que c'est un nom qui n'est pas forcément insignifiant, en effet. Oui. Mais oui, c'est vrai que, comment dire, ce qui m'intéresse, c'est très empirique. Il n'y a pas de projet. C'est une pensée vraiment sauvage et qui se fait comme ça au fur et à mesure, et sur un mode de disposition, de dispositif, voir comment effectivement tout ça peut s'emboîter. Mais ça, et quand je dis empirique, je réfère notamment à George Open avec sa notion de série discrète, c'est-à-dire que un fragment en appelle un autre par des liens empiriques, et donc un sens essaie de se construire devant, il n'est pas derrière, il est devant, et donc c'est une tentative de composer quelque chose de l'ordre d'un sens dans ces connexions. Donc forcément, je ne savais rien penser avant ce livre, et donc ça se fait progressivement, et je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, Antoine Spire. L'idée, c'est de voir comment, dans ces correspondances entre ces personnes, quelque chose peut se produire au-delà des solitudes, parce que finalement, ce sont des solitudes et des situations d'anonymat, mais qui vont au-delà enfin, c'est la question du nom, la question du nom du père, parce que
je finis à la fin du livre par citer in extenso le nom de mon père, et c'est le risque que je veux prendre à la fin du livre. Et je vois bien que les différentes personnes sont toutes face à l'évanouissement de la figure du paternel, enfin toutes plus ou moins. Alors les pères meurent, il y a le père de Luisa. Les pères meurent, ils s'évanouissent. Qui est aujourd'hui officier français dans les rues de Sétif, mais qui a été officier français dans les rues de Sétif. Il y a le père de Marie qui est fauché par une voiture. Il y a le père de Claire qui est mort quand elle était enfant. On peut dire que ce qui est très intéressant, c'est que les lieux gardent la mémoire de ces pères. Et moi, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire, quand vous occupez un appartement, et j'y ai repensé après avoir lu le livre, ça m'accompagne. Et je réfléchis aux gens qui ont été dans les lieux où je vais. Parce que c'est ça presque votre fil rouge. Les ancêtres ont été là. Et d'une certaine façon, ils nous accompagnent puisqu'ils ont occupé cet espace dans lequel nous sommes. Ça, je trouve c'est très fort. Et il y a une présence de ces ancêtres, avec des ancêtres évidemment qui posent quelques problèmes et qui ont été dans la milice, ou ont eu quelqu'un dans leur famille qui a été dans la milice. Personne de Champollion. Et donc là, on se dit, il y a quelque chose d'impossible à vivre avec une descendance de ce genre, une origine de ce genre, et vous arrivez à la mettre à distance en montrant que ça fait partie d'un paysage qui doit, d'une manière ou d'une autre, entrer dans le puzzle. Il y a une figure qui m'a servi autant que le puzzle, c'est la figure de l'écume, avec, comme le dit Sloterdijk, des systèmes de cofragilité et donc multiperspectivistes et avec une multiplicité de focales. Donc l'écume est très fragile, en même temps très dure, dans cette plan de consistance comme ça qui fait que ça tient. Et donc finalement, ça peut, dès qu'on veut attraper, ça disparaît, mais ça fonctionne bien dans cet agencement. Et donc j'ai construit ce livre avec l'idée du côtoiement. C'est Claude Lefort qui dit que le côtoiement est le premier fait politique. Cette conscience qu'on a effectivement de la réciprocité, de l'interchangeabilité des vies. Donc au moment où on a conscience du fait qu'on a quelqu'un qui vit derrière le mur, ou on a quelqu'un qui a vécu dans l'appartement où on vit, ou qui vivra après là où on vit, finalement on commence à rentrer dans une pensée de sa vie parmi les autres. Et donc on commence à prendre... Parce que vous citez Claude Lefort, laissez-moi dire que c'est quelqu'un qui aujourd'hui, peut-être pas lu par beaucoup de gens, mais qui a beaucoup compté dans la réflexion critique, à la fois sur le marxisme... Comme Sylvie Aurélia, pas plus, ni moins. Oui, plus quand même aujourd'hui. Non, plus sur le plan politique, sur le plan de la tradition politique et sur le plan de la compréhension du passé. Parce que Claude Lefort, avec sa revue Argument, a été capable de dire des choses tout à fait fondamentales sur le monde dans lequel on vivait, disons à la fin des années 60. Et ça, c'était utile pour votre livre. Parce qu'il y a un autre personnage qui est tout le temps là. C'est Patrick Modiano. Vous êtes le fils de Patrick Modiano, vous ne l'aviez pas dit. Et Dora Brudin. Oui. C'est ce couple infernal qui vous a fabriqué. Non, c'est le principe des coïncidences. Finalement, Modiano est le maître absolu de la coïncidence, avec cette attention qui fait qu'il écrit ce roman sous un mode presque hypnotique, et donc il voit apparaître des choses qui font sens dans une vision de divination. Enfin, c'est ce qu'il dit. Et moi, très modestement, j'ai appliqué ce principe de coïncidence, et il se trouve que des coïncidences m'ont emmené vers Modiano. Mais je ne suis pas un grand lecteur de Modiano, je ne suis pas un modianesque, mais les coïncidences ont fait qu'une amie me parle de sa mère qui vit dans une pension de rue Picpus. Elle me dit, voilà, quand elle sort de cette pension, elle se trouve là où était Dora Bruder. Donc de fil en aiguille, mais vraiment de fil en aiguille, et donc par ce régime pernicieux et en même temps magique des coïncidences, j'en suis arrivé à devenir effectivement le fils de Modiano. Et donc il y a, pour moi, votre livre, vous parliez de focale tout à l'heure, et votre livre envoie une sorte de noir et blanc syncopé. Alors pour moi, noir et blanc, c'est pas du tout péjoratif, bien le contraire. Pas un noir et blanc d'impuissance, mais au contraire un noir et blanc choisi, comme s'il parvenait à dessiner mieux les silhouettes, un petit peu comme Bouba, Douaneau. Il y a une photo de Bouba d'ailleurs dans le livre de Evenot, et on en parlera peut-être. Et comme s'il découpait mieux les silhouettes et les contours de l'âme. Il y a beaucoup de nuit aussi dans votre livre. Oui, il y a des silhouettes, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ces silhouettes peuvent se superposer éventuellement pour faire une figure qui ne serait pas une figure fermée, mais comme traversée par des énergies. Et donc, les mots qui reviennent, c'est intersection, croisement, rencontre, correspondance. Ils reviennent constamment. C'est ça. Et donc, ce qui m'intéresse dans cette notion de silhouette, c'est qu'effectivement, il y a cette notion d'interchangeabilité. Et donc, l'idée que
cette vie n'est pas la mienne et que ma vie, je peux la prendre du point de vue de l'autre. Enfin, c'est ma petite sagesse. Enfin, c'est vraiment la conscience qui se développe dans le livre et le livre est l'outil de cette conscience. Et Dieu merci. Et là, je peux en faire quelque chose dans ma vie modestement, mais aussi dans ma vie avec les autres. C'est d'apercevoir qu'effectivement, je ne suis que dans cette perspective-là, ce qui n'empêche pas d'exister dans sa propre histoire, mais cette histoire elle est très vite relativisée. Effectivement, Antoine parlait de ma petite histoire qui fait qu'effectivement, j'ai un grand-oncle qui était chef de la milice du Poitou, et donc qui constitue pour moi, dans mon histoire, une honte, quelque chose de pas très facile, même pas compliqué, mais une ombre comme ça, une ombre dans ma vie, dans la vie de mon père, dans la vie de mes fils. Donc il fallait l'éclairer un tout petit peu, mais c'est pas, il s'agit pas il n'y a pas d'ontologie de l'histoire. Voilà, c'est plutôt arriver à des modalités, des régimes de légèreté. Je parlais de l'écume. Donc comment on produit avec ces histoires des régimes de légèreté qui donnent des énergies. Claude Evenot. Oui, mais ce qui m'a particulièrement touché, c'est le côté justement fragmentaire et fugitif qu'il y a dedans, ça va bien avec les mots comme intersection, etc. Et comme il y a une allusion à la psychanalyse plusieurs fois, j'étais renvoyé au souvenir de ce qui se passait au temps de Freud à Vienne, et en particulier un écrivain qui s'appelle Peter Altenberg, et Karl Kraus aussi, qui était aussi méchant que Chamfort. Mais Peter Altenberg, il a écrit un livre qui s'appelle « Les télégrammes de l'âme ». Et ce sont des petites scènes d'1 ou 2 pages, comme ça, qui sont vues, ou qui sont des réminiscences d'impressions qu'il a eues à regarder quelque chose. C'est très, très, très proche comme kaléidoscope du monde. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est inventé. Ça, voilà, c'est un héritage du XXe siècle, un héritage positif, qui passe dans le livre de Xavier. Et alors justement, vous parlez de ce kaléidoscope. Il y a quand même quelque chose qui est, disons, un comportement qui se généralise, qui est disparaître, fuir, s'évanouir. Il y a un grand saut en parachute. Il y a, au fond, une folie de passage dans le métro. Moi, je veux dire ce que je me suis dit. Je me suis dit, je connais Xavier Persson, j'ai vu quelquefois. Si je revois ce type, je vais tout le temps penser, oh là là, qu'est-ce qu'il pense ? Qu'est-ce qu'il pense en face de moi ? Parce qu'il arrive à penser en face d'un type qui passe dans son quartier des choses absolument incroyables. Et je me dis, mais c'est pas possible. Quel lien, quelle connexion il va faire entre mon passage et le sien ? Qu'est-ce qui va échafauder ? Et on vous voit échafauder des liens entre tous les personnages qui vous entourent, vos références, votre histoire familiale, et on se prend à s'interroger sur la place qu'on peut avoir dans ce puzzle qui n'est jamais terminé. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Je crois pouvoir dire que j'ai essayé de transformer la figure de la fuite dans la figure de la fugue. Et que ce livre fonctionne un peu dans cette idée de reprise permanente, mais pas pour échapper, parce qu'il s'agit dans ce régime un peu de variation, et donc il y a la fugue de Dora Bruder à la fin. Et ce qui se passe dans la fugue, c'est qu'effectivement le personnage de Dora Bruder quitte son identité, ses assignations sociales, historiques, raciales, politiques, et elle devient quelqu'un d'anonyme dans ce moment un peu miraculeux. Donc ce qui m'intéresse effectivement, c'est en quoi ce moment de la fugue nous emmène vers quelque chose. C'est un moment qui ne dure pas, puisque Dora Bruder... Ça ne dure pas, mais Modiano dit voilà, qu'elle a un précieux secret, et ce précieux secret, c'est important de le préserver. Donc on a cet espace à préserver. Et donc, et sur le deuxième point de votre questionnement, Antoine, sur l'attention, c'est vraiment le régime du récit littéraire qui provoque cette attention. C'est le moment où on est concentré, on va provoquer les connexions, mais dans la vie de tous les jours, on n'est pas dans cette attention-là. Mais effectivement, je pense que l'espace de la littérature, pour moi, c'est un espace d'hyper-acuité de l'attention. C'est ce qui fait qu'on continue à croire dans la littérature. C'est un moment de... Alors on y met ces moments les plus forts. Par exemple, le fait que le fils de 4 ans a eu des convulsions, a été à l'hôpital, etc. Toc, ça rentre dedans. Tous les événements les plus graves de la vie entrent finalement dans la littérature. Oui, mais alors sous un angle de l'ordre de l'intuition, en fait. C'est peut-être ce qui, et par rapport à la question du fragment et de la psychanalyse. La psychanalyse, elle veut faire du non-savoir à savoir, et pour faire de ce non-savoir à savoir, elle va passer par des
des impulsions comme ça, des intuitions, des moments de révélation, mais qui ne se déplient jamais. Et donc ça ne peut fonctionner que dans ces disjonctions successives qui peuvent constituer un sens dans la somme et dans l'après-coup, mais ce n'est pas des choses qu'on peut déplier rationnellement en tout cas. Donc Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je suis désolé, j'ai l'impression que tout ça est organisé et que vous êtes beaucoup plus malin que vous ne voulez bien le dire. Et que vous avez organisé quand même chacune de ces histoires pour pouvoir composer ce paysage. Quand vous me dites qu'il n'y a pas de pensée comme dans la psychanalyse et pas de fil rouge qui permet de voir ce qu'il en est, je ne le crois pas, oui. C'est un peu la même question que tout à l'heure, je crois que, en ce qui me concernait, c'est-à-dire que je crois qu'il y a quand même, quand on écrit, dans le processus d'écriture, des choses qui se passent dans les images qu'on convoque, et le livre de Xavier Persson m'a marqué par l'importance de l'image, en fait, dans ce fil de juxtaposition, c'est-à-dire qui n'est pas autant pensé et préconstruit que vous le supposez, et qui justement provoque une pensée à l'arrivée, mais qui vient après. Et que le régime de l'image lui-même et de la juxtaposition des images et de l'association des images finit par produire une pensée, mais elle se produit dans le processus d'écriture. Et je ne pense pas du tout, enfin en ce qui me concerne, et j'ai eu ce sentiment-là en vous lisant, en fait, bien que nos livres soient très différents, mais de ce regard qu'on porte sur les choses et qui, en les juxtaposant, finit par produire un sens très construit. Le mot roman n'apparaît nulle part. Non, je viens de vérifier, il n'apparaît nulle part. Donc, c'est pas quelque chose de penser comme un roman, mais au contraire, dans le présent absolu, comme on disait avec... Et du coup, j'ai une question. En fait, dans le choix des fragments, parce qu'il y a quand même des effets de sens assez forts, notamment je reviens sur ce moment où vous accompagnez votre fils à l'hôpital, où le narrateur, en tout cas, accompagne son fils à l'hôpital et est très troublé par la présence des sans domicile fixe qui sont dans le métro. Oui. Et voilà, et ça vous plonge dans un très grand moment de silence où vous dites que par ce silence, vous rejoignez ces sans-abri pour qui vivent dehors serait aussi une manière de garder le silence. Alors déjà, là, il y a un glissement terrible parce qu'on a l'impression que ces sans-abri ont choisi d'être sans-abri pour avoir le silence, mais encore une fois, jusqu'à quel point la phrase est voulue. Et dans le passage d'après, alors justement, la question c'est est-ce que le passage d'après est vraiment voulu après ce passage-là? Parce que vous posez la question, est-ce que je me donne bonne conscience à peu de frais? Et vous dites, cela me rappelle que ma véritable tristesse était en fait liée à mon fils. Et du coup, il y a vraiment des effets très très forts sur justement comment est-ce qu'on rencontre l'autre, comment est-ce qu'on va rencontrer le sans-abri, et comment est-ce qu'on vit tout ça. C'est-à-dire qu'on a le vertige face au sans-abri, mais quand même la véritable tristesse, c'est celle du fils. Et du coup, la question que je me pose, moi, c'est comment vous avez construit le livre, c'est-à-dire rétrospectivement ou effectivement fragment après fragment. Et ne nous dites pas, c'est venu tout seul, spontanément. Moi, j'y crois pas. Hein. Franchement, excusez-moi, je n'y crois pas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'organisé, de pensé dans ce rapport. En tout cas, ça me fait plaisir de penser que... Mais Antoine, il y a toujours quelque chose qui échappe. Ce que disait Lise, c'est qu'on peut avoir une attitude hyper rationnelle, initiale, etc. Et le processus même de l'écriture, ce qu'a dit Lise, emmène vers de l'inconnu. Moi, j'ai pas pensé ça. On n'est pas dans le contrôle permanent, ça n'existe pas, le contrôle. Non, mais il y a un projet. Dans ce que je voudrais dire, contrôle permanent, c'est une chose. D'accord, mais je suis d'accord, mais il n'empêche que Xavier pourrait nous dire qu'il y a un projet et qu'en fait... Un projet, c'est autre chose. Mais non, mais qu'il y a un projet de rapprocher ces pièces de ce puzzle, et qu'en fait, derrière ce puzzle, il y a quand même une logique. Oui, mais un projet qui est amendable à tout moment. C'est-à-dire que ce que vous citiez tout à l'heure, effectivement, je me donne bonne conscience à bon compte, à propos de cette scène avec les SDF, le ton grandiloquent de ces dernières pages me gêne, j'ai hésité à l'effacer. Donc là, c'est le travail en train de se faire. Mais oui, c'est ça, c'est un processus de conscience à l'œuvre. Nos livres sont quand même plus intelligents que nous, Dieu merci. On est très, très, très loin d'ailleurs. Alors, effectivement, il y a de l'après-coup, et donc il y a des choses qu'on comprend, mais je continue à penser des choses sur ce livre. Cette première scène qui a tout déclenché, cette anecdote que me raconte un collègue de travail, il me dit, voilà, je viens de déménager pas très loin d'ici, avenue Doménil, et de la fenêtre de mon nouvel appartement, je vois un homme sans-abri qui vit dans un mur. Dans un mur. Et chaque soir, je le vois qui se replie dans son mur. Il parle à personne, les gens lui apportent de la nourriture, mais il la refuse, et il est toute la journée seul. Cette image
et vous parliez des images, et je pensais au terme de Benjamin, des images de la pensée. Cette image provoque de la pensée. Image de pensée. Image de pensée. Le là Et pour atteindre cette pensée de l'image, il faut forcément déployer des stratégies assez fines. Parce que si on y va avec ma personnalité, je n'arriverai pas à penser ce qu'il y a dans l'image. Il va falloir coller d'autres images à côté, faire des plans de consistance et être sur la table de travail et voir comment tout ça s'agence et va produire des choses dans ces entrechocs-là, dans ces entre-là. Et effectivement, c'est un plan de consistance, comme dit Deleuze. Donc, c'est pas de... Il faut parler de Spinoza, d'immanence, mais en tout cas, il n'y a pas de surplomb. Il n'y a pas de surplomb d'intelligence, c'est un travail très matérialiste. Et donc, c'est ce qui nous fait croire un peu en l'art comme pratique. Enfin, c'est la pensée. Et encore une fois, Lévi-Strauss a absolument écrit sur la pensée sauvage. Il y a d'autres formes de rationalité que les nôtres, et on peut s'essayer à trouver d'autres manières de produire de la pensée. Et d'ailleurs, l'origine de la pensée, et qu'est-ce que penser, c'est quand même aussi, quand Heidegger cite Parménide, c'est forcément disposer des choses d'une manière un peu paratactique, sans a priori une signification. Et reconnaissez quand même que pour le lecteur que nous sommes, il y a quelque chose qui est, lui, il pense à partir de ce qui est écrit, et en conséquence, il s'investit dans le projet de l'auteur. Moi, je veux bien entendre que l'écriture, au fur et à mesure, nous permet d'investir son inconscient, et donc, en conséquence, on ne sait pas très bien toujours où on va. Il n'empêche que pour le lecteur, c'est la raison pour laquelle j'avais eu l'idée de penser sa vie, on pense sa vie en lisant un livre pareil. Parce que ça vous renvoie à vous-même, en vous disant qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui... Mais c'est ce qui fait que c'est un bon livre. Oui, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui ferait cette logique? Vous voyez, qui aurait cette logique. Ouais. Après, il y a évidemment la question du projet. Et comme lecteur, effectivement, est-ce qu'on est gêné de ne pas pouvoir identifier le projet en tant que tel? Alors moi, je ne peux pas dire que je n'avais pas de projet, parce qu'effectivement, il y a un projet, mais qui dit projet, il y a une part d'inconnu dans le projet. Donc il y avait effectivement l'idée c'était vraiment l'anecdote qui était mon projet. C'est-à-dire, les anecdotes, c'est ce qui ne rentre pas dans les livres, a priori, c'est ce qui n'a pas vocation à être publié, c'est leur champ du littéraire. Donc, c'est une première anecdote, je me suis dit, tiens, voilà, je rêve, et j'avais d'autres modèles, il y a d'autres livres de littérature qui parlent de ces faits, de ces anecdotes, et mon rêve, c'était de construire un livre fait d'anecdotes comme ça. Donc ça, c'était mon projet. Et je pense que ça se retrouve dans ce qu'on lit avec ce régime d'écriture assez particulier où il n'y a pas de surplomb, il n'y a pas de réflexivité très forte, c'est plutôt des agencements de faits assez objectifs qui sont posés comme ça. Donc voilà le projet du livre. Dans aucun de vos livres, il n'y a de surplomb. C'est-à-dire que c'est un peu comme si le surplomb, c'était vraiment du passé. Aujourd'hui, il n'y a pas de surplomb. On est dans la réalité telle qu'elle est aujourd'hui et on essaye de l'exprimer à travers plusieurs personnages ou à travers plusieurs fragments. Mais chaque fois, le surplomb n'existe plus. Parce que le surplomb, ce serait pas bien. Ce serait dominer complètement sa vie. Faut pas, c'est pas bien. C'est pas ça. L'enjeu n'est pas un enjeu moral. Je crois pas du tout. C'est que comment faire apparaître les choses. C'est-à-dire, je pense qu'à partir du moment où il y a du surplomb, on ne les voit plus. Et moi, c'est pour ça que ça m'intéresse d'être effectivement dans ce plan d'immanence dont parle Xavier Persson. Après, c'est vrai que pour ma part, j'ai une approche un peu différente parce que autant je vois bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas calculer et qui viennent des profondeurs et qu'il faut accueillir comme telles. Par exemple, mon personnage qui dit j'ai un petit problème de contour, voilà, je le prends et je travaille avec. En revanche, quand on travaille un registre humoristique, c'est très clair que j'ai une lectrice qui est ma sœur, que je fais relire parce que on a besoin de savoir, c'est-à-dire à 3 mm près, votre phrase se casse la figure, la blague tombe à plat et le charme est rompu. Donc moi, au contraire, je construis beaucoup, je relis beaucoup et je pense énormément aux effets de sens que produisent le texte. Où ça va nous emmener? Parce que moi, c'est ça qui me passionne en réalité, c'est comment est-ce qu'on construit une machine. Et par exemple, la narratrice, elle donne quelques indications par rapport à votre sujet, justement, penser sa vie. Elle dit, moi je construis mes stand-up. Elle dit, quand je monte sur scène, j'adore me transformer en bouteille de whisky, c'est-à-dire j'adore saouler un tout petit peu le public, les plonger dans certaines brumes, de telle sorte qu'on puisse voir les choses en face en étant un tout petit peu anesthésié, c'est-à-dire sans avoir mal. Et
qu'est-ce qu'elle raconte là? Elle propose en fait au spectateur de se saisir du sketch qu'elle est en train de proposer comme une machine à faire retour sur soi. Exactement ce que vous décrivez comme expérience de lecture avec le livre de Xavier Persson. Et moi, ça m'intéresse beaucoup effectivement que le livre soit une machine à rire, une machine à sentir, une machine à réfléchir et une machine à jouir, quoi. Enfin voilà. Et là, il se passe quelque chose pour le lecteur. Ça m'intéresse beaucoup plus en réalité que raconter ma vie, penser ma vie ou tout ce que vous voulez. Et je pense aussi que penser sa vie, en tout cas dans les livres qu'on a lus là, enfin qui sont réunis, ça a beaucoup à voir avec un tout petit peu quand même penser la vie. Et ça pointe, enfin ça fait signe vers le politique et ça fait signe vers la médecine. Je ne sais pas si on peut penser sa vie, parce que vous parliez de surplomb ou pas surplomb. Je pense qu'il en faut un tout petit peu, à 1,5 degré, je dirais. 1,5 degré. C'est-à-dire, si on est complètement dans l'absence de surplomb, à mon avis, ça se casse complètement la gueule. Si on est dans le surplomb, on ne voit plus rien. Mais ce à 1,5 degré qui permet de penser sa vie et de penser la vie, parce que je pense que si on n'a pas un tout petit peu de penser la vie avec ça, ça ne va pas. D'où les micro-fictions dans la Journée de la Vierge. Mais il y a plein de manières différentes d'y arriver. Claude Evenot. Mais non, mais le surplomb, c'est ni bien ni pas bien, c'est tout simplement impossible. On s'est aperçu que toutes les stratégies de surplomb avaient été inefficaces pour se penser soi-même. En fait, c'est impossible d'avoir... On est insaisissable à soi-même. On a tous des problèmes de contour, pas seulement votre personnage. On a tellement de facettes que, de toute façon, on n'arrivera pas à en faire un tout définitif. On sera toujours en train de fuir ce que le bouquin de Xavier fournit comme démonstration absolument parfaite. Donc, la fiction, c'est ça, justement, la force de la littérature et sa grâce, on va dire, au sens où on dit le mot en philo, c'est de donner la possibilité de multiplier des points de vue, mais qui sont à égale hauteur. C'est-à-dire, je me glisse dans la peau d'un personnage, ça me permet de penser la vie que j'ai traversée, pas forcément seulement la mienne, mais le monde tel que je l'ai vécu, ça me permet de le regarder selon un certain angle, en faisant miroiter certains éléments. Puis après, je change de personnage et je fais miroiter d'autres éléments. Et je multiplie comme ça, de manière kaléidoscopique, comme ça, les différentes facettes de ce qu'est une vie. Oui, voilà. La vie, la sienne et celle des autres aussi. Voilà. Sauf que le surplomb, effectivement, est peut-être moins contemporain, mais ça a été l'armature de tas de chefs-d'œuvre. Si on pense à Tolstoï, à Dostoïevski, ils étaient dans le surplomb, quoi qu'on veuille. Mais bien sûr. Donc ils avaient alors cette puissance. Après, oui, mais est-ce qu'on peut se lancer dans un projet du type Tolstoï, La guerre et la paix maintenant? Je ne pose pas la question. On devrait. Il y a peut-être, c'est peut-être un moment de la littérature, quoi. La transcendance a toujours été là et elle revient en force. Oui, mais elle revient d'une manière. Moi, je voudrais reprendre une idée. Pas que. Oui, le pire, mais aussi. Je voudrais reprendre une idée d'Evenot. C'est la question de la pluralité. Moi, je crois que vos 4 livres sont dans la pluralité des individualités. C'est-à-dire que donnent au lecteur l'occasion de se vivre comme une pluralité. Vous avez une pluralité de personnes, de je, de il, etc., de tu, qui interviennent. Chez vous, il y a aussi cette pluralité, parce que ce personnage, finalement, il vit dans sa pluralité à lui. Et puis, bon, chez Xavier Persson, c'est totalement ça. Et chez Claude Evenot, c'est totalement ça aussi. Parce que la pluralité des références renvoie à la pluralité des personnages qui racontent ces références. Mmh. Et en fait, les références peuplent l'arrière-pays du lecteur. Mmh. Et je voudrais dire que il faut bien penser qu'il y a des mots qu'on écrit, que vous écrivez dans les 4 livres, qui font penser au lecteur à autre chose que ce que vous avez voulu y mettre. Et donc, le lecteur va investir dans un nom prononcé, dans un mot prononcé, dans un pronom personnel, des choses absolument, pour lui, essentielles, et notamment plurielles, qui vont lui permettre à ses identités de vivre. Et je crois que c'est ça aussi la lecture. Cet espace-là, c'est ça la littérature. Ben oui, et c'est la lecture. Et c'est la lecture. Et c'est la lecture. C'est-à-dire que vous ne savez pas comment vous allez être lu. Moi, je pense que vous êtes lu, parce que vous êtes pluriel, vous êtes lu dans la pluralité. Et que, au fond, il y a... On est lu aussi pour une autre raison. On sait tous que ce type de livre, même tout livre qui mérite le nom de littérature, est le fruit d'une nécessité intérieure. Il y a une espèce de pulsion d'écriture qui vient à un moment donné à un autre, et ça vient par effraction souvent, mais pas forcément. C'est pour ça que je voulais tout à l'heure aller plus loin que le projet. Oui, bien sûr, mais
Ça vient, mais ce dont on ne parle jamais, c'est que ça doit aussi, cette nécessité intérieure, trouver une nécessité formelle. C'est-à-dire que un livre arrive à toucher lorsqu'il a trouvé sa forme juste, la forme adéquate, celle qui va représenter la nécessité intérieure de manière partageable. Donc, et ce qu'il y a de remarquable là, c'est qu'on a tous les quatre choisi une forme particulière. Et aucun de ces livres n'est structuré de la même manière, etc. Mais ça ne vient pas immédiatement. C'est là qu'il y a à la fois un travail de concentration comme ça qui fait que, bon, ça vient, c'est cette forme, etc. Ça peut même être par coup d'approximation successive, etc. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui est un emportement formel. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que le livre est possible. Je pense que la forme, elle est... J'ai une conception très immanente aussi de la littérature. Je pense que la forme surgit de l'urgence, de ce que l'on a à dire, du contenu. Si je prends l'exemple de mon livre, la première partie, c'est un journal. Jour après jour, sur 7 jours. Une fausse genèse inversée de cette annonce, parce qu'il y a cette urgence de la catastrophe. La deuxième partie, c'est on rentre dans le temps long de l'hôpital. Et là, la forme, vous allez me dire, vous l'avez pensé avant, non. Cette forme de textes courts qui sont presque des poèmes en prose pour certains sur la touillette, sur le haricot. Cette forme, elle s'est imposée à moi pour rendre compte de ce présent éternel de l'hôpital. Elle est venue de l'urgence de ce que j'avais à dire, qui était cet ennui, cette lenteur. Donc la forme, elle surgit et on est content quand on a trouvé, quand on a trouvé cette adéquation, la jubilation de l'écrivain, elle est là. C'est cette adéquation entre la forme qui vient... C'est que je parlais tout à l'heure de trouver le mot juste, c'est le mot juste, le rythme juste et la forme juste. La structure qui va venir épouser ce qu'on a l'urgence de dire. Oui, mais si vous voulez, vos 4 livres, qui ont des formes différentes, ont des formes homogènes. C'est-à-dire que ces formes ont quelque chose à se dire, au sens où nous sommes à chaque fois dans une espèce de pluralité proposée. C'est-à-dire vos formes sont justement non pas du tout un récit linéaire, aucun d'entre vous ne fait un récit linéaire, mais fait quelque chose qui est une forme éclatée en fragments. Vous avez tous des fragments, plus ou moins construits comme fragments, mais qui sont finalement des fragments. Vous avez une sensation d'extrême construction, mais vous voyez, je pense que le livre de Xavier Persson, par exemple, vous parlez effectivement de rencontres, de coïncidences, etc. Moi, j'y ai vu au tout début un mouvement hélicoïdal où je me disais le jeu se cherche. Et quand j'ai lu le dernier passage, je me suis dit, mon Dieu. Et c'est la première chose que j'ai eue en tête en le lisant. Je me suis dit, il tourne autour, comme ça, avec des images qui se juxtaposent. Et donc, moi, j'y ai vu aussi des formes qui me parlaient. Et d'autres y verront d'autres formes dans cette forme-là. Donc, du point de vue du lecteur aussi, il y a une pluralité, non seulement du contenu, de la réception du contenu, mais de la réception de la forme elle-même. Nos 2 livres ont aussi un effort vers la transcendance, puisqu'il y a le culte à la lune, à un moment donné, vous êtes sur un balcon comme ça, et vous voyez la lune, et vous décidez de vouer ce culte à une absence de divinité, c'est une promesse que vous faites à la lune en disant, voilà, si mon fils s'en sort... Ça, c'est formidable, c'est irrationnel, au milieu du rationnel le plus dingue, c'est vraiment formidable. Et mon propre personnage, dans un moment d'ivresse, va vouloir toucher la lune, et il touche vraiment la lune, je peux en témoigner. Donc voilà, on a aussi des pulsions de transcendance. Alors, est-ce que c'est une transcendance une pulsion 2. Une pulsion 2 plutôt, oui, parce que c'est pas jusqu'à la transcendance. Non, mais en tout cas, c'est des choses qui nous sortent de nous-mêmes. La transcendance est exclue quand même de vos 4 livres. L'espérance, à un moment, il y a l'ode à l'espérance. Et ça vient, là, il y a Peggy, vous le citez. Oui, mais Peggy, je fais un sort, on va dire. Il y a l'espérance. Non, je suis pas sûr. Pour investir les anciens Grecs. Mais... On ne peut pas trop lui faire. Ah non, Peggy est présent chez vous, pas comme un sort. Je suis pas d'accord. C'est un peu ça. Enfin, dans mon esprit, c'est un peu ça, oui. Mais en vertu de la fonction qu'a Peggy dans l'histoire de cette petite espérance, non pas en vertu de l'écriture de Peggy, mais... Qui étonne Dieu lui-même. Oui. Dit-il. Mais effectivement, cette aspiration à la transcendance, c'est peut-être aussi qu'on écrit après le mouvement fin du 19e écrivait dans le mouvement d'un certain retrait divin. La fin du 20e et le 21e écrit peut-être après ce mouvement-là, après la fin d'un certain nombre de désirs, une usure d'un certain nombre de désirs révolutionnaires dont vous parlez beaucoup. Mais on reconstruit à travers nos petits fragments, on cherche des jeux, une espèce d'aspiration comme ça qui va être esthétique, qui va être imagée, qui va être plus pour l'image. Peut-être que la lune, elle est plus là comme image que comme transcendance, mais elle est là tout de même.
Donc c'est une forme de transcendance esthétique, on va dire, qui surgit de l'immanence à un moment, de manière ponctuelle. Parce qu'on a cette nostalgie, tous un peu, de quelque chose. Mais Et le surtout surgissement... parce que est-ce qu'on peut faire sans? Enfin, voilà, ça c'est aussi... Est-ce qu'on peut faire sans transcendance? C'est Enfin, comment on se c'est la débrouille vraie sans. en question. tous les cas, 90% de la planète ne fait pas 100. Hein. C'est comment on se débrouille sans, l'humour. C'est un fait. Oui, mais comment on attends, se les 4 débrouille livres sans. qui sont là font sans. Oui, mais parce qu'on Mais est on invente des stratégies. petit Occident il faut 100, recroquevillé sur lui-même. mais avec le creux de la question. Oui. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point on fait 100. Absolument Eh oui, 100 à c'est ça. 100%. Mais on peut faire sans comme on fait Baudelaire et Breton. J'ai dit simplement en recherchant Baudelaire n'a justement pas fait sans. Si, il a fait Baudelaire. sans, oui, oui. La passante, c'est vraiment de l'immanence absolue. Oui, d'accord. Mais ailleurs, non. Et la flânerie, ailleurs non. Mais le Baudelaire intéressant, c'est celui de la passante. Voilà, c'est celui qui inaugure Non, quelque celui chose qui vous intéresse. qui est sans le. Oui, d'accord, c'est celui qui m'intéresse. Voilà. Et Breton, moi, ces deux figures-là, ça joue de quelque chose qui est la magie sans transcendance. Ça cherche ça dans l'immanence. Et ce que l'on peut trouver, que ce soit dans le livre de Xavier ou dans d'autres, etc., c'est justement cette possibilité d'un rapport magique au monde, qui le rendrait sacré sans la hiérarchie verticale, etc. Il y a quelque chose de formidable qui se passe, d'insaisissable, qui est par des connexions, des associations libres, etc. Pourquoi il y a une relation entre Freud et Breton, etc. C'est à cause de ça, cette capacité de reconnaître la simple association imprévue, le hasard objectif, comme il dit, comme la chose la plus magique du monde et que c'est pas la peine d'aller en chercher une au-delà. Voilà. Pour ajouter un truc, rue de Picpus, il y a un truc formidable, c'est le cimetière de Picpus où sont enterrés toutes les carmélites qui ont été guillotinées à la Nation, plus Lafayette et sa femme, etc., plus quelques héros aristocrates de la Résistance. C'est un endroit absolument dingue. Voilà. Peut-être la Je dis ça passion. parce qu'il tourne autour. La passion reste quand même quelque chose de transcendant dans chacun de vos livres. C'est-à-dire il y a un amour de vivre, C'est une question un amour de la vie. Je crois que c'est la question du désir. Oui, de la vie et de la pensée. L'amour de la vie et de la pensée. Parce que la vie ne va pas sans la pensée. Et le désir. La vie ne va pas sans désir. Et donc, ce qu'on peut voir dans chacun de vos livres, c'est qu'il y a une fin de vie absolument formidable. Chez vous, elle est très forte, évidemment. Hein. L'appétit d'existence. Je pense que c'est l'effraction du réel dont je parlais, et qui pousse à écrire, c'était aussi ça. C'était le sentiment que justement ces questionnements qui m'avaient habité pour le coup sur la mythologie, je travaillais beaucoup sur les sphinx et l'énigme, sur la vie et la mort, prenaient là il y avait une histoire dans le réel où ça pouvait se traiter. Mais c'est en écrivant, une fois encore, que j'ai trouvé cette force de l'immanence dont vous parlez, et cette force en creux dont parlait Julie. C'est-à-dire qu'elle est là en creux, qu'est-ce qu'on en fait? L'humour est un des éléments que moi je suis allée chercher beaucoup pour justement en dessiner le contour. On parlait de silhouette. Aujourd'hui, elle annonce la couleur parce que le titre du premier chapitre, là, c'est celui de musique. D'où chose remarquable, rien ne s'ensuit, hein, c'est ça. En tout cas, c'est un hommage. C'est un hommage à Musil, mais retravaillé. Enfin, voilà, c'est paraphrasé. Xavier Berson. Non, on n'a pas encore parlé chez vous, Lise, de l'importance de la musique, avec la leçon de piano qui... La musique est une autre stratégie qui pour continue pendant toute contourner ce creux. L'hospitalisation. Effectivement, ça se termine sur du chant, donc c'est le moment où la littérature sort d'elle-même pour aller vers du rythme. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui m'intéressait, c'est cette notion du rythme. J'ai voulu que mon livre se termine par une fête, parce que je pense qu'effectivement, il y a ce moment où quelque chose s'accélère, et au-delà du récit, il y a, dans la conjonction des personnes comme ça, quelque chose qui fait que 1 + 1 fait 3. Il y a cette dynamique propre et qui nous intéresse aujourd'hui, et vous parlez du fait que le 15 août vous ultra narcissise, mais effectivement, pas moi, hein. oui, la narratrice, et donc c'est vrai qu'au-delà de nos narcissismes, et vous dites que pour faire face à la maladie, vous vous concentrez comme ça sur vous-même à l'exclusion de tout ce qui est autour de vous au début du livre, et après progressivement vous vous ouvrez aux autres. Donc voilà, c'est aussi des moments où on bascule vers quelque chose qui fait un peu créer une communauté. En fait, la vitalité dont vous parlez, Antoine, effectivement, je pense que c'est des dimensions importantes. Et moi, ce que j'ai essayé de faire avec le livre, en fait, voilà, c'est comment la littérature vient s'inscrire comme un contre-pouvoir. C'est-à-dire que si le pouvoir et si les institutions, c'est ce qui agit nos corps et ce qui agit sur nos corps, et si la littérature, c'est un contre-pouvoir, comment elle va agir sur nos corps. D'où
la place accordée au rythme, comme vous venez de le souligner. Et c'est vrai que moi, ma phrase, elle est très, très rythmée. Moi, à la fin de mon travail, je comptais si je mettais des alexandrins, de l'octosyllabe, du 8, du 9, du 10, du 12. Sachant que, même si ce que je déploie est très, très sombre, j'avais pas du tout envie de reproduire le geste de Michel Houellebecq qui raconte qu'à l'horizon de nos rapports sociaux déterminés par les structures capitalistes, on ne peut plus rencontrer personne. Je pense que la littérature, elle est là pour ouvrir et donc, effectivement, partir d'un point narcissique, comme vous dites, pour en tout cas ouvrir. Et la vitalité, c'est la langue qui peut la prendre en charge, ou la structure et la précision du mot. Et la les choix du vitalité, mot. chez vous, elle s'inscrit dans un projet politique qui demeure, même si Claude Evenot ne le voit plus aujourd'hui. Oui. Parce qu'il y a un projet politique qui demeure encore aujourd'hui. Bon, alors, votre livre s'appelle La journée de la Vierge, Julie Marx, aux éditions de l'Olivier. On a parlé du livre de Lise Marzouk qui s'appelle Si, chez Gallimard, du livre de Claude Evenot qui s'appelle Quelques-uns, chez Christian Bourgois, et puis du livre de Xavier Persson, Derrière le cercle d'hiver, chez Vertical. Alors maintenant, vous fermez la télévision, vous prenez ces 4 livres et vous vous mettez à lire. Franchement, ça vaut le coup. Vous le verrez.